C'est l'histoire d'un commandant hors du commun qui a marqué l'histoire à travers ses conquêtes. C'est le fils de Philippe II, roi de Macédoine et d'Olympias, l'une de ses femmes grecques. Philippe II était un conquérant et lui a inculqué la nécessité de combattre les Perses. Il a transformé un royaume affaibli en une nation puissante et prospère en faisant de la Macédoine la première puissance économique de Grèce. Mais le règne de Philippe II s'est achevé suite à son assassinat en 336 avant Jésus-Christ par son général Pausanias pour des raisons qui demeurent obscures. Suite à la mort de son père, Alexandre hérite du trône et devient ainsi le roi de Macédoine à seulement 20 ans. Une fois la Grèce pacifiée et sous son contrôle, Alexandre reprend le projet de son père. Unifier la Grèce autour du royaume de Macédoine en conquérant l'Asie pour faire face à la menace perse. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre pénètre en Asie avec plus de 37 000 soldats macédoniens et grecs, en traversant l'Hellespont, le détroit qui relie l'Asie mineure à l'Europe. C'est le grand jour et le début de la première bataille face aux Perses. L'armée d'Alexandre avance sur l'armée perse qui leur barre la route aux rives du fleuve du Granique. La domination stratégique des Macédoniens fut remarquable. La bataille du Granique marque ainsi la première grande victoire d'Alexandre le Grand contre les forces de l'Empire achéménide dirigées par Darius III. Grâce à cette victoire, il gagne les terres d'Asie mineure et libère les cités grecques de la main des Perses. Après leur victoire à la bataille du Granique, Alexandre et ses troupes avancent à travers l'Anatolie, prenant le contrôle des villes côtières. Leur progression les mène à la ville de Gordion, où ils décident de réorganiser leurs forces et d'attendre des renforts venant de Grèce. C'est lors de cette escale que se produit l'épisode du nœud gordien. Selon la légende, Gordias, un paysan travaillant dans ses champs, est témoin d'un présage mystérieux. Un aigle se pose sur le joug de son char et y reste jusqu'au soir. À cette époque, les oiseaux avaient un caractère céleste, et particulièrement l'aigle qui fait référence à Zeus, le dieu suprême dans la religion grecque antique. Pour obtenir l'explication de ce présage, il décide alors de se rendre sur son char à la ville, dont les habitants, suivant le conseil de l'oracle, le proclament roi. Selon la légende, la Phrygie retrouverait un roi en la première personne à conduire un char à bœuf qui passerait la porte de la capitale. Devenu roi, Gordias fonda la ville de Gordion et dédia son char à Zeus en l'installant dans le temple associé à la divinité. Il l'attacha avec un nœud insurmontable, connu sous le nom de nœud gordien. Plus tard, une autre prophétie annonça que celui qui réussirait à le défaire serait destiné à régner en souverain sur l'ensemble de l'Asie. Alexandre le Grand, ayant entendu parler de cette légende, décida de résoudre l'énigme de manière expéditive. Au lieu de chercher une solution complexe, il trancha le nœud d'un coup d'épée, donnant naissance à l'expression « trancher le nœud gordien ». Cette expression est devenue synonyme d'une approche directe et rapide pour résoudre un problème difficile. Dans la nuit, des éclats de tonnerre résonnèrent et Alexandre l'interpréta comme une approbation divine. Encouragé par ce signe céleste, il se lança dans la conquête de l'Asie. Pendant ce temps, Darius rassembla ses troupes et décida de prendre les choses en main en affrontant en personne Alexandre sur le champ de bataille. Il constitua alors une immense armée en Syrie, composée de plus de 110 000 hommes. Les deux armées se retrouvèrent alors au sud de la ville d'Issos, en 333 avant Jésus-Christ, dans une étroite plaine côtière. L'armée perse se composait d'environ 110 000 soldats, avec sa cavalerie positionnée sur le flanc gauche, comptant environ 10 000 hommes. Au centre, on retrouvait le roi Darius avec les 30 000 mercenaires grecs et les 70 000 hommes restants formaient l'infanterie et étaient positionnés sur toute la longueur du terrain. La composition macédonienne était similaire à celle de la bataille du Granique. On retrouvait donc la cavalerie et les alliés grecs sur le flanc gauche, commandés par Parménion. Au centre, les phalanges divisées en plusieurs blocs et à droite, les compagnons, commandés par Alexandre. Au total, ils étaient presque 3 fois moins que les Perses, soit environ 40 000 hommes.
Le début de la bataille commence avec une opposition frontale entre les deux infanteries. Malgré le désavantage numérique significatif, les phalanges macédoniennes résistent face à la supériorité perse. Leur composition solide, avec leurs boucliers et leurs longues sarisses de 6 mètres, leur permettent de tenir bon. Pendant ce temps, les cavaleries s'affrontent sur le flanc gauche, menées par Parménion et les alliés grecs. Sur le flanc droit, Alexandre fait une percée dans l'infanterie adverse grâce aux compagnons et balaye les soldats perses. Pris de panique et face à l'effondrement de son armée, Darius prend la fuite, laissant derrière lui ses hommes désespérés se faire massacrer. Mais il laissa également aux mains des Macédoniens toute sa famille, qui était venue sur le champ de bataille comme l'exige la tradition perse. Alexandre les prend alors en otage et continue son projet de conquête grâce à sa victoire qui lui ouvre les portes de la Phénicie. C'est une nouvelle victoire écrasante pour l'armée du conquérant, avec un bilan d'environ 1000 à 7000 morts du côté des Macédoniens, tandis que les pertes ennemies s'élèvent à 30 000 à 50 000 morts. Une fois de plus, Alexandre montre sa supériorité stratégique et la puissance de son armée aux Perses. Plutôt que de poursuivre Darius vers l'est, Alexandre décida de se concentrer vers le sud. Il était conscient de la menace que représentait la flotte perse en Méditerranée, ce qui le poussa à continuer vers la Phénicie pour sécuriser le littoral. Après la victoire d'Alexandre à Issos, toutes les villes de la région se sont rendues et prêtèrent allégeance au nouveau roi, à l'exception de la ville de Tyr. Alexandre gagna ainsi le port d'Arados, de Byblos et de Sidon. Il ne restait plus qu'une seule ville en Phénicie sous le contrôle perse, la ville de Tyr. C'était l'une des villes les plus fortifiées de l'Antiquité, ainsi que l'une des plus riches et des plus influentes des cités phéniciennes. Les Tyriens ne voulaient qu'aucun étranger n'entre dans la ville et étaient agacés par le fait qu'Alexandre se considérait désormais comme le nouveau roi de Phénicie. Le conquérant, ayant l'habitude de faire des sacrifices dans les temples de chaque ville pour honorer les dieux, insista pour rentrer dans la ville. Mais les Tyriens refusèrent et proclamèrent leur indépendance face aux Macédoniens. Suite à cette offense, Alexandre décida d'assiéger la ville malgré le fait qu'il avait conscience des efforts nécessaires pour la conquérir. En effet, le roi de Babylone, Nabuchodonosor II, avait déjà tenté de briser les défenses de la ville 2 siècles plus tôt, mais ses efforts s'étaient soldés par un échec après un siège qui avait duré près de 13 années. Malgré la difficulté, Alexandre tenait absolument à contrôler la ville avant de se rendre en Égypte, car il avait conscience du danger de la flotte perse. Les Tyriens étaient confiants face à la menace macédonienne. Ils possédaient une ville fortifiée avec un atout géographique stratégique, une puissante flotte et une solide armée de plus de 30 000 hommes. Les femmes, les enfants et les vieillards quittèrent la ville pendant que la population valide préparait la riposte. La ville de Tyr était en réalité composée de 2 parties. Une partie continentale, l'ancienne Tyr, et une partie insulaire, la nouvelle Tyr. La nouvelle Tyr représentait la ville fortifiée, réputée imprenable, située à 800 mètres des côtes, contrairement à l'ancienne Tyr qui était abandonnée et se situait sur le continent. Face à l'atout géographique de la ville, Alexandre décida de modifier l'environnement afin qu'il soit en sa faveur. La ville était en réalité reliée au continent grâce à un pont terrestre naturel, immergé à 2 mètres de profondeur. Il ordonna donc la construction d'une digue entre l'ancienne et la nouvelle Tyr. Pour ce faire, il rasa l'ancienne ville et utilisa tous les matériaux et débris pour ériger un terrain artificiel reliant les 2 villes. Le chantier avança rapidement, jusqu'à arriver à une certaine distance. Les Tyriens attaquèrent la digue en lançant des projectiles de feu pour entraver son développement. Des tours de siège furent alors construites pour protéger l'avancement de la construction. Ce fut un travail épuisant pour les Macédoniens et Alexandre a montré des qualités de commandement cruciales. Il allait souvent voir ses hommes pour les encourager, les féliciter et les récompenser. Malgré la pression constante de la menace ennemie, les compétences d'Alexandre ont joué un rôle essentiel dans la gestion de ce chantier ardu. Les Tyriens, confrontés à l'avancement du chantier, ont répondu avec une stratégie audacieuse. Ils ont lancé des brûlots sur la digue pour la détruire. Un brûlot est un navire rempli de matériaux inflammables et d'explosifs. Cette tactique a significativement entravé la progression des travaux et a eu un impact psychologique sur le moral des Macédoniens. Face à cet échec et aux efforts considérables déployés en vain, Alexandre n'abandonna pas l'idée de la digue et ordonna l'agrandissement de celle-ci avec la construction de plus de tours de siège.
Mais il réalisa surtout qu'il ne pouvait pas gagner le siège sans l'aide d'une flotte navale. Il demanda alors aux flottes des cités phéniciennes qu'il avait déjà conquises de se rallier à lui. Il obtient alors plus de 200 navires venant des ports d'Arados, de Byblos et de Sidon, dont 120 en provenance de Chypre grâce au soutien de leur roi. Grâce à cette puissante flotte, il réussit à prendre le dessus face aux 80 navires tyriens et les renvoie dans leur port. C'est grâce au soutien du roi de Chypre et des cités phéniciennes qu'Alexandre a gagné le contrôle de la mer et a encerclé la cité. Le conquérant décida alors de convaincre la cité de capituler en envoyant 2 hommes pour négocier. Mais les Tyriens refusèrent et tuèrent les émissaires en les jetant du haut des murailles. Malgré l'encerclement de leur cité par les navires ennemis, les Tyriens étaient toujours confiants et prêts à se défendre. Ils ripostèrent de manière ingénieuse en envoyant des plongeurs pour couper les amarres des navires adverses, provoquant ainsi leur dérive. Mais Alexandre répliqua en équipant ses navires de câbles-chaînes pour contrer cette tactique. Ils ont alors tenté une offensive à l'improviste pour briser l'encerclement macédonien et sortir leur flotte du port. Malgré quelques pertes du côté macédonien, la riposte d'Alexandre a été rapide et efficace, forçant les Tyriens à battre en retraite vers leur port. La priorité stratégique d'Alexandre était de maintenir tous les navires ennemis confinés dans le port tyrien pour les empêcher de reprendre le contrôle de la mer. Sans cet avantage, le succès du siège aurait été compromis. Une fois la riposte maîtrisée, les engins de siège furent reconstruits et positionnés sur la digue. Les Macédoniens ont alors réussi à finaliser le chantier et bombardèrent les portes de la ville. Mais les murs tyriens étaient trop solides et la riposte trop importante. Alexandre comprit alors que l'assiègement par la digue ne lui permettrait pas de gagner le siège. Mais pourtant, la seule solution était de faire une brèche dans ces solides murs hauts de plus de 30 mètres. Il a alors équipé ses navires de béliers et réussi à faire effondrer un mur. Mais encore une fois, malgré toutes les tentatives et tous les efforts engagés, la riposte tyrienne était trop importante. Découragé par les nombreuses tentatives infructueuses, il songea à abandonner et à partir pour l'Égypte. Mais cesser de vaincre est déjà pour un conquérant un premier pas vers la défaite. Alexandre a annoncé à ses hommes qu'il rentrerait dans la ville de Tyr, alors il le fera. 3 jours plus tard, il saisit une opportunité et relança l'assaut sur la brèche. La mer était aussi calme qu'un lac et cette fois-ci, grâce aux conditions favorables, les béliers des navires réussirent à effondrer les murs, rendant la ville visible aux assaillants. Alexandre prépara un assaut ciblé sur la brèche avec ses meilleurs hommes et bombarda lourdement tous les côtés de la ville pour occuper les Tyriens. Encore une fois, il mena l'attaque aux côtés de ses hommes et malgré la défense tyrienne, ils réussirent enfin à se frayer un chemin vers la ville. Ce fut le début du carnage. Épuisés par 7 mois de siège, les Macédoniens massacrèrent près de 8000 Tyriens dans la journée. Alexandre épargna les réfugiés qui se sont cachés dans le temple et les 30 000 citoyens furent vendus comme esclaves. Le siège de Tyr constitue l'une des plus grandes réussites du conquérant. Sa persévérance, sa stratégie, ainsi que sa diplomatie envers les villes phéniciennes lui ont permis de remporter la victoire contre toute attente. Suite à ce succès, le roi perse Darius proposa à Alexandre de l'or ainsi qu'une partie de son royaume contre une promesse de paix et la libération de sa famille. Face à cette proposition, son général Parménion lui dit « Alexandre, c'est une proposition intéressante. Si j'étais toi, j'accepterais. » Et le conquérant lui répondit alors « Parménion, si j'étais toi, j'accepterais aussi, mais je suis Alexandre. » Alexandre poursuit alors ses conquêtes et progresse en direction de l'Égypte, rencontrant sur son chemin une seule ville qui lui résiste, Gaza. Après un siège de près de 2 mois, il parvient à prendre le contrôle de la cité et arrive en Égypte.